Philippe Ballard. Bonjour Et Adrien merci Beck. d'être avec nous sur France Info ce matin. Beaucoup de sujets. Une fois encore, la présidentielle qui commence à se profiler. On va en parler. On va aussi parler du prix des carburants et bien sûr de la guerre au Moyen-Orient et ce lien qui est fait par le ministre de l'Intérieur entre le conflit et cet attentat déjoué à Paris dans la nuit de vendredi à samedi. Deux hommes qui ont déposé un engin explosif devant le siège parisien de Bank of America. Est-ce que l'on doit s'inquiéter selon vous d'une forme d'exportation du conflit jusque chez nous? Ça doit nous rappeler que la menace terroriste, elle est toujours là. Parfois, on a peut-être un peu tendance à l'oublier, mais enfin, les services de renseignement veillent. Là, bravo aux policiers qui ont intercepté à 3h30 du matin ces deux individus, dont un à 17 ans, sénégalais, connu des services de police. On peut se demander d'ailleurs ce qu'il fait sur le territoire national. Mais oui, la menace, elle est toujours là. Pardonnez-moi, rien ne dit qu'il n'a pas à y être. Non, mais il a été déjà, j'écoutais France Info, il est connu des services de police. 17 ans, je veux dire, sénégalais, qu'est-ce qu'on... Bon, voilà. Mais c'est un autre débat. Mais oui, la menace, bien sûr qu'elle existe. Faut se souvenir quand même, l'Iran, c'est un État terroriste. Moi, j'ai une pensée pour les 58 parachutistes français qui avaient été tués en 1983 dans un attentat à Drakkar, à Beyrouth. Donc, il y a eu ces derniers jours, en Scandinavie, en Norvège, des intérêts américains qui ont été visés. Je pense que oui, l'Iran a mis en place, avec ses relais dans ces pays-là, potentiellement une série d'attaques qui pourraient survenir. Là, vous savez, c'est 600 € d'après ce que j'ai entendu sur Snapchat pour perpétrer heureusement cet attentat qui n'a pas eu lieu. Est-ce que le gouvernement fait ce qu'il faut pour protéger justement les lieux qui pourraient être exposés? On pense aux lieux de culte, notamment juifs, qui sont davantage surveillés, aux intérêts américains. Les mesures ont été prises? Écoutez, déjà, moi j'ai une pensée pour les Français de confession juive qui effectivement vivent maintenant protégés par des soldats de Vigipirate, notamment moi j'ai une école de confession juive pas très loin de chez moi et le matin, le midi et le soir à l'heure de la sortie, on voit des militaires armés dans leur voiture protéger des enfants. Enfin, ça fait réfléchir quand même. Après, ça fait quand même beaucoup. Là, c'est Bank of America, donc tous les intérêts américains à protéger. Est-ce que les forces de l'ordre ont suffisamment de moyens pour protéger tout? La question posée. Par contre, les services de renseignement font leur travail puisque les policiers étaient en planque, visiblement, les hommes de la BAC à 3h30 du matin. Donc, on peut compter sur nos services de renseignement. Bravo à eux. L'actualité et le conflit, c'est aussi bien sûr la hausse des prix du carburant. Philippe Ballard, avec la conséquence évidemment du blocage dans le détroit d'Ormuz. On va évoquer ce que vous proposez pour faire face à cette hausse, mais il y a eu l'annonce vendredi soir de ce plan d'aide du gouvernement, 70 millions d'euros, donc répartis entre les pêcheurs, les transporteurs et les agriculteurs. Est-ce que vous dites, c'est quand même déjà mieux que rien, c'est déjà un peu à la hauteur de ce qu'on peut faire quand on voit les difficultés budgétaires qui sont les nôtres? Il y a deux choses. Moi, j'écoutais votre antenne après l'annonce. Il y avait un représentant de la FNSEA, donc les agriculteurs, qui était sur votre antenne, qui a dit, pardon, je reprends l'expression, c'est du foutage de gueule. Enfin, voilà, je pense que oui, c'est un petit peu, pour reprendre cette expression, on se moque un petit peu du monde. Nous, on a une proposition beaucoup plus efficace qui est appliquée dans beaucoup de pays au sein de l'Union européenne. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on sort du chapeau comme ça. C'est une baisse de la fiscalité, puisque vous savez que sur la TVA. Sur les carburants. Sur un litre d'essence ou de gasoil, mais je regardais tout à l'heure là en venant, 2,50 € un litre de gasoil. La moitié de ce prix, ce sont des taxes. Donc baisse effectivement de la TVA de 20 à 5,5%. Alors pardonnez-moi, si on prend l'exemple des pêcheurs, le carburant est détaxé. Si on prend l'exemple des agriculteurs également, le grâce au carburant est Rassemblement détaxé. national. D'ailleurs, il y a 1 an et demi, on avait ramené, mais ça suffit pas. Enfin, à ça ne l'évidence, changerait rien pour eux. On sait très bien que les marins pêcheurs restent à quai parce que ça leur coûte plus cher de partir en mer pêcher le poisson que de rester à quai. Oui, ça c'est vrai, mais c'est pas suffisant. La baisse des taxes ne changerait rien pour eux. Oui, non, mais par répercussion pour eux aussi. Les infirmières libérales sont pas concernées. Elles font 100, 120, 130, 150 km par jour. Elles n'ont droit à rien. Elles vont juste soigner les gens, si vous voulez. C'est pas important. Mais elles n'ont droit à rien. Donc là, au moins, c'est une mesure qui concernerait tout le monde. Mais Philippe Ballard, est-ce qu'on peut, comme vous le faites au Rassemblement national, systématiquement dire que effectivement le gouvernement nous a mis dans le mur budgétaire, que l'état de nos comptes publics est vraiment catastrophique, et en même temps réclamer toujours des aides, des subventions, là une baisse de la fiscalité sur les carburants qui coûterait plus d'une dizaine de milliards d'euros?
C'est facile quand on est dans l'opposition de porter ce genre de discours. Vous Oui, trouvez parce pas? qu'on a la solution, parce que nous, je vous renvoie à notre contre-budget, on proposait des économies. Alors, en 2 temps, la réponse, effectivement, comme a dit quelqu'un, ils ont cramé la caisse. 3 500 Valérie milliards Pécresse, pour d'euros ne pas la de Notamment dette. à cause des aides sur les carburants au moment Des de la gilets guerre en jaunes. Ukraine. Pour arriver à 3 500 milliards, il n'y a pas que ça. Enfin, la dette de 3 500 milliards, elle ne date pas d'Emmanuel Macron. Non, Précisons-le quand même. C'est 1300 milliards de plus quand même. En 8 ans, c'est quand même le Mozart de la finance. C'est quand même pas mal. Quand Monsieur Lecornu hier dit enfin, on est revenu à 5,1% de déficit, on est le pays, on est le deuxième, on n'est pas dernier, on est avant-dernier dans la zone euro pour ces déficits. Enfin voilà, donc il n'y a plus d'argent en caisse, ils ont tout cramé, pour reprendre cette expression. Alors nous, on avait dans notre contre-budget, on avait des dépenses, parce que là, ils ont augmenté les impôts, ils ont augmenté les taxes, qui mécaniquement, effectivement, a pu ramener de 5,4 à 5,1 de déficit, mais parallèlement, ils ont augmenté les dépenses, si vous voulez. Ils ont fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, augmenter les dépenses et augmenter les taxes et les impôts. Il y a Donc, aussi eu la suspension de la réforme des retraites qui est très coûteuse et que vous avez soutenue. D'accord, on a soutenu effectivement, mais là on est loin du compte. Donc on fait mais les économies très rapidement. C'est notre contre-budget sur la politique migratoire, évidemment, notre contribution au budget de l'Union européenne. On dégraisse le mammouth, l'État et ses intercommunalités, la fraude fiscale et sociale, les énergies intermittentes. On avait chiffré à 50 milliards. Économie sur la politique migratoire qui, effectivement, que vous évoquez, qui est... Beaucoup d'économistes disent qu'elles peuvent exister, mais qu'elles ne seraient pas aussi élevées que ce que vous pensez. Ça a été chiffré, il y a un rapport qui a été fait, c'est 3,4% ce que coûte l'immigration de PIB. Un point de PIB, c'est 30 milliards d'euros. Vous voyez ce que ça donne 3,4, ça fait quasiment 100 milliards d'euros à économiser. Voilà, par exemple, le RSA, c'est ce qu'on appelle les allocations non contributives. C'est-à-dire, on ne contribue pas, mais on touche une allocation. Donc, pardonnez-moi, ça serait réservé pour bien comprendre, là, on se retrouve dans une crise énergétique. La première chose que vous faites quoi? Vous faites d'un coup un budget où vous allez faire des économies? Parce que là, les aides, elles doivent être des aides d'urgence. On n'a pas le temps de repasser par un budget, etc. On n'est pas aux affaires, ça vous a pas échappé. Évidemment, si on deviez l'être. Si on était à l'instant T aux affaires, oui, on fait cette baisse sur la fiscalité de 20 à 5,5%. Et parallèlement, on prend des mesures pour économiser le train de vie de l'État, la fraude sociale, la fraude fiscale, notre contribution au budget de l'Union européenne. Pourquoi est-ce que l'Allemagne... alors ça se fait pas en une journée, évidemment. Pourquoi l'Allemagne, les Pays-Bas ont une ristourne sur leur contribution au budget de l'Union européenne? C'est pas des pays en voie de développement, apparemment. Ils l'ont demandé, ils l'ont eu. Nous, on l'a pas demandé. Alors évidemment, on risque pas de l'avoir. Donc un peu de courage politique, ça ferait pas de mal. Qu'on comprenne bien, Philippe Ballard, parce que vous êtes aujourd'hui député RN, donc dans l'opposition, pas aux affaires. Oui. Ça va pas échapper, ça veut dire, donc vous dites que ce plan d'aide d'urgence décidé par le gouvernement, 68 millions d'euros, ça ne va pas suffisamment loin, on l'a compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine étape, c'est que votre groupe RN, vous allez censurer le gouvernement à l'Assemblée nationale? Non, on n'en a pas parlé en réunion de groupe. On verra ce qui va devenir pour la suite. Mais enfin, je ne sais pas si on va parler de l'Ukraine, mais on va se porter garant pour plusieurs milliards d'euros sur ce prêt de 90 milliards qui pourrait être accordé à l'Ukraine. Là, on est à 70 millions près. Enfin, je veux dire, on parle de 70 millions pour vous l'avez dit, permettre aux gens garant. de vivre. Et oui, parce qu'on se porte garant à hauteur de plusieurs milliards d'euros. Parce que en fait, c'est un prêt 90 milliards, c'est en pourcentage du PIB de chaque pays. Au niveau de l'Union européenne, donc, précisément. Voilà. Et il serait remboursé ce prêt une fois que la guerre sera terminée. Et plus cette fin de guerre interviendra tôt, ce sera la meilleure des choses. J'aimerais bien comprendre, quand les Russes rembourseront les Ukrainiens, qui nous rembourseront après. On n'aide pas l'Ukraine, on aide plutôt les carburants, c'est ça? Mais il faut comprendre. Attendez, l'échelle de valeur, là, on parle de 68 millions d'euros. Et pour l'Ukraine, on parle de plusieurs milliards d'euros. On n'est pas dans la même échelle de grandeur. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Mais on parle d'un plan national et d'un plan européen, ça n'a rien à voir. Mais si, parce que sur les 90 milliards d'euros, il n'y a pas d'argent magique, on est garant. Oui, voilà, c'est-à-dire que si l'Ukraine... Non, mais nous, de mémoire, je crois que c'est 18 milliards. Si l'Ukraine ne rembourse pas, on perd 18 milliards. Et là, on parle de 68 millions Philippe Ballard, on pourrait dire le porte-avions Charles de Gaulle pour les infirmières libérales, les agriculteurs, les pêcheurs. On pourrait dire, Philippe Ballard, le futur porte-avions La France Libre, il va coûter 35 milliards d'euros, donc ne le faisons pas. C'est pour notre défense nationale. L'Ukraine, c'est pas pour notre défense nationale? L'Ukraine
dans un monde parfait, ce qu'il faudrait, c'est se mettre autour de la table, enfin, que la diplomatie française porte un peu, et que parce que c'est une boucherie, on a un peu tendance à l'oublier, là. Si on donne de l'argent à l'Ukraine, ils vont acheter des armes, parfois, et souvent même américaines, pour continuer cette guerre. C'est des centaines de milliers d'hommes, parfois de femmes d'ailleurs, et d'enfants, qui sont tués, qui sont blessés, qui sont mutilés. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant de voir d'écouter M. Barrot dans son discours qui disait, à l'issue de ce prêt, l'Ukraine sera en position de force et on pourra entamer des négociations de paix. Mais il faut le faire le plus vite possible, ces négociations de paix. Enfin, pensez à ces centaines de milliers de personnes. Vous voyez bien que c'est complètement enlisé, le processus mutilées. de résolution Mais on soutient, avec les Américains. l'Ukraine. Voilà. Je crois que Donald Trump, il a un petit peu Mais vous avez l'impression, pardonnez-moi, parce que arrêtons-nous quelques secondes sur ce sujet. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine a envie d'arrêter la guerre ? Non, mais il faut tout faire pour qu'il termine cette guerre. De toute façon, il gagne plus rien. Hein. Quand on regarde, c'est plutôt les Ukrainiens. Il n'a jamais vraiment beaucoup gagné d'ailleurs. Mais il est obligé de faire venir des soldats nord-coréens pour tenir la ligne de front. Voilà, ça en dit. Mais sauf qu'il n'a pas l'intention d'arrêter la guerre. Il faut faire en sorte qu'il termine cette guerre qui est, et même pour l'économie russe d'ailleurs, pour la Russie n'est pas une bonne chose, loin de là. Puis il faut encore une fois penser aux morts, aux mutilés et aux blessés. Philippe Ballard, vous restez avec nous. On va parler de, évidemment, l'autre guerre du moment, c'est la guerre au Moyen-Orient. On avait commencé à l'évoquer avant de dévier un petit peu sur l'Ukraine. C'est juste après l'info en 1 minute. Il est 9h moins le quart et voici Philippine Thibaudot. Sur le terrain de la guerre au Moyen-Orient, la Syrie annonce avoir repoussé une attaque de drone venue d'Irak contre une base américaine. L'Irak, où la résidence du président du Kurdistan irakien a été visée hier. Emmanuel Macron a qualifié l'attaque d'inacceptable. La guerre qui a un lien, d'après le ministre de l'Intérieur, avec l'attentat déjoué à Paris devant le siège de la Bank of America dans la nuit de vendredi à samedi. Selon Laurent Nunez, il y a des similitudes avec d'autres attaques menées en Europe visant des intérêts américains par un groupuscule proche de l'Iran. Un mineur de 17 ans recruté sur les réseaux sociaux a été interpellé. Le parquet national antiterroriste s'est saisi. Pas de roi, pas d'ICE, pas de guerre. Le slogan dans les rues américaines hier. 3e journée de mobilisation contre Donald Trump, contre la police de l'immigration et contre l'intervention américaine au Moyen-Orient. Une affluence record, au moins 8 millions de participants selon les organisateurs. Et puis en France, une semaine après les municipales, les prises de poste des nouveaux maires s'enchaînent. Hier, Benoît Payan à Marseille. Aujourd'hui, Emmanuel Grégoire à Paris, officiellement intronisé à l'Hôtel de Ville. France Info. Le 8-30 France Info, Adrien Beck, Mathilde Siraud. Philippe Ballard est toujours avec nous, notre invité ce matin, député RN de l'Oise, on le rappelle, et porte-parole du parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella. On évoquait les répercussions donc, de la guerre au Moyen-Orient en France. On voulait parler aussi du rôle de la France dans ce conflit. Alors vous avez pointé le poids diplomatique trop faible, selon vous, de la France, de la voix de la France sur la question de l'Ukraine. Est-ce que là, avec donc on a le porte-avions qui est positionné en Méditerranée orientale, ça veut dire quoi ? On est spectateur, médiateur potentiel dans ce conflit ou tout simplement hors jeu ? Médiateur, malheureusement, je pense pas. Non, mais moi, je vous renvoie au discours de Marine Le Pen cette semaine à l'Assemblée nationale. On ne trouve rien à redire à l'attitude d'Emmanuel Macron. Voilà, quand c'est bien, nous on le dit, quand c'est mal, on le dit, mais envoyer un porte-avions, le Charles de Gaulle en Méditerranée, et faire ce que nous faisons sur place, il y a rien à dire. Là, c'est un bon point que vous donnez au gouvernement et à Emmanuel Macron. Marine Le Pen l'a dit, reprenez son discours à l'Assemblée nationale cette semaine. Voilà, quand les choses sont faites correctement, ce qu'il faut, c'est défendre nos intérêts dans la région, respecter les accords que nous avons notamment avec les Émirats Arabes Unis et Chypre également, qui a été attaquer, faire en sorte de protéger nos ressortissants qui se trouvent dans la région et tout faire pour que le détroit d'Ormuz puisse permettre d'être libéré et une navigation sereine, si l'on peut dire. Concrètement, qu'est-ce que ça implique ? Parce qu'on voit bien qu'il y a des pays avec lesquels nous avons effectivement des accords, des pays du Golfe, qui sont touchés par des frappes. Ça veut dire que s'ils devaient entrer en guerre, nous aussi, on devrait repositionner notre rôle dans ce conflit. On doit respecter les accords qui ont été signés. Il y a des rafales qui sont arrivées en renfort, mais il est hors de question qu'on soit impliqué directement dans cette guerre dont on ne voit pas. Pardonnez-moi, Philippe Ballard, je précise, la question se pose notamment dans le cas des Émirats Arabes Unis, avec lesquels on a un accord de défense qui est assez, on va dire, qui nous rend assez liés avec les Émirats.
Que se passe-t-il si les Émirats se mettaient à entrer en guerre ? On voit ces dernières heures que malgré tout la tension monte encore d'un cran. La France dit allez en guerre, mais on ne vous aidera pas. C'est un accord défensif, donc s'ils sont attaqués, on doit être à leur côté. C'est pas un accord offensif pour aller attaquer l'Iran. On voit très bien que, j'ai envie de dire malheureusement, l'Iran est assez résiliente. Il peut y avoir beaucoup de choses entre aller frapper l'Iran et ne rien faire. Il peut y avoir les aider en leur fournissant des armes. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Oui, c'est le terme de l'accord. Oui, il faut tout faire pour les soutenir dans ce conflit, si jamais ils étaient attaqués d'une façon beaucoup plus frontale. On voulait ouvrir aussi un chapitre plus politique avec vous, Philippe Ballard, ce matin. Vous le savez, une semaine après les élections municipales, les équipes, les maires commencent à être installés dans les villes un peu partout sur le territoire, dans des conditions pas toujours très sereines. On a vu notamment ce qui s'est passé à la mairie de Fresnes dans la nuit de vendredi à samedi, des pillages, des saccages, plusieurs épisodes de violence ici ou là. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous ? Est-ce que ça vous inquiète pour les campagnes à venir ? Est-ce que vous appelez aussi à ce que les règles républicaines soient respectées ? J'ai envie de dire oui à tout. Alors, Fresnes, il y a des images de vidéosurveillance. Les tenants et les aboutissants, on les a pas encore, donc je serais resté prudent. Enfin, avoir des images pareilles, c'est extrêmement inquiétant. Mais enfin, ce qui s'est passé lors de l'installation de plusieurs conseils, oui, ça fait quand même réfléchir. Mais enfin, à chaque fois, mais on retrouve le point de départ, c'est quand même l'extrême gauche et la France insoumise qui bordélise, c'est l'expression qui est maintenant consacrée, la vie politique dans ce pays, la rendre de plus en plus violente. Moi, c'est à côté, c'est pas ma circonscription, mais c'est dans l'Oise. À Creil, il y a une maire, alors qui a flirté avec le communautarisme, et puis qui était socialiste, et qui s'est fait battre. Et c'est un candidat d'origine pakistanaise. C'est d'ailleurs étonnant de voir la télé pakistanaise retransmettre en direct son discours d'investiture à la mairie. Mais enfin, c'est le communautarisme qui l'a importé. Ça vous paraît pas étonnant qu'une chaîne étrangère retransmette le discours d'un maire, alors, évidemment qu'il est français bien sûr, mais d'origine pakistanaise, sur une chaîne pakistanaise. Ça peut paraître quand même assez étonnant, mais c'est le communautarisme qui a gangréné et qui continue de gangréner toutes ces villes. Je veux dire, on parle beaucoup de Saint-Denis, mais enfin, Monsieur Bagayoko, qui était l'invité des 4V, des 4 vérités, sur France 2, moi, il a une phrase quand même qui m'a stupéfait. On lui demandait, c'était votre confrère, je crois que c'est Gilles Barchen qui animait l'interview, il parlait de la Nouvelle-France. Et il dit, je vais le citer parce que j'ai réécouté hier quand même, Monsieur Bagayoko dit « On ne demande plus à être des Français à part entière ». Ça s'appelle faire sécession, si vous voulez. Et là, on paye, parce qu'on paye toujours l'addition dans la vie, que ce soit en économie, en sécurité, en immigration, une immigration incontrôlée qui fait le lit du communautarisme, qui fait le lit du séparatisme et qui parfois peut faire le lit de l'islamisme. Donc ces déclarations sont quand même, c'est très inquiétant. Il y a aussi eu une bagarre dans une petite ville du Nord, dont j'ai oublié le nom, enfin du Pas-de-Calais très précisément, entre des sympathisants RN et des sympathisants PCF. Il y a aussi un climat quand même, Philippe Ballard. Oui, mais enfin, on l'avait remporté cette mairie et effectivement, l'équipe du maire sortant communiste n'a pas apprécié. On a eu ces mêmes tensions à Liévin. Vendredi matin, vous avez fait un très bon reportage d'ailleurs sur Liévin, oui, où on remporte la mairie dans ces bassins miniers qui ont toujours voté à gauche d'ailleurs, entre parenthèses. Très rapidement, dans ces élections, Philippe Ballard, vous avez tendu la main, vous, au RN, à la droite, pour qu'il y ait des rapprochements entre les deux tours notamment. Main tendue qui n'a pas été saisie par les Républicains. Est-ce que c'est un regret ? Alors, par les états-majors, par l'état-major des Républicains, les chapeaux à plumes. Ça veut dire que le RN reste marginalisé dans le paysage politique ? C'est ce que Jordan Bardella avait dit le soir dans son discours au premier tour. On tend la main à tous les patriotes sincères, à ces listes de droite, mais pas que de droite, qui peuvent être... C'était surtout la droite. Être divers, oui, de droite. Mais que veulent ces électeurs Attendez, je finis. Que veulent ces électeurs qui sont orphelins des LR, qui sont devenus la béquille du macronisme ? Ces gens-là, ces électeurs LR, ils veulent moins d'immigration, immigration contrôlée en tout cas, un peu plus de sécurité dans le pays, moins de taxes, moins d'impôts, préserver notre identité. Rejoignez-nous. Et après, on parlait de Liévin il y a quelques instants, il y avait 4 listes à Liévin. Vous en parliez d'ailleurs. Il y avait 3 listes de gauche et une liste Rassemblement National. 38% au premier tour, on l'emporte. Donc voilà, comme disait Charles de Gaulle, la France, c'est ni la droite ni la gauche. Merci beaucoup Philippe Ballard, député RN de l'Oise, porte-parole du Rassemblement National. Et bonne journée également à Mathilde Sirot. Restez sur France Info.